Hello tout le monde, bienvenue au Clan des Sportifs, épisode 3, épisode un petit peu spécial. On a une invitée, Mathilde, bienvenue dans le podcast, la première. Donc aujourd'hui, un podcast un petit peu spécial. Le but, ça va être de mettre un petit peu en lumière Mathilde qui vient de tourner pro. Donc ça va être de vous faire comprendre pas mal de choses sur quelle est sa philosophie par rapport au triathlon, comment elle en est arrivée là, comment ils ont travaillé ensemble avec papa, qui est donc son coach depuis maintenant combien d'années, papa ? Ça fait combien de temps ? 3 ans, 4 ans ? Ouais, okay. Ouais. Je crois 2021. 2021, ouais. Donc le temps passe. Et puis voilà, avec William, avec William, on va plus être dans un rôle de poser un petit peu des questions, de commentateur. Et voilà, le but c'est vraiment de comprendre Mathilde. Donc première question. Je vais commencer, Mathilde. Qu'est-ce que ça fait de tourner pro après toutes ces années ? Alors. Ça fait beaucoup et pas grand-chose à la fois. Ça fait que... Donc moi, j'ai commencé à faire du sport depuis petite. C'était un peu ma passion en grandissant de faire de l'athlétisme. Donc je faisais de la course, du saut en hauteur, du sprint. Et je regardais ça à la télé. Et vraiment, les athlètes, c'était ma passion. Je regardais la Golden League tous les dimanches. Non, je sais plus quel jour c'était. Avec mes parents. Et voilà, j'adorais ça. J'ai arrêté le sport et j'ai repris bien plus tard. Et il y a quand même une petite part de moi qui était en mode, non, je serai un jour athlète professionnel. Donc pour ça, il y a un truc de rêve réalisé et ça, c'est ouf. Après, concrètement, ça fait quoi ? Ça fait que je vais plus faire de podium et faire des performances qui paraîtront moins impressionnantes parce que, en catégorie d'âge, en age grouper, on peut gagner la course et c'est cool. En pro, je me fais aucune illusion que je suis loin du niveau des meilleurs, donc... À ce niveau-là, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais continuer, donc je travaille à plein temps dans la communication d'une entreprise de transport, donc ça, je vais continuer à le faire. Donc mon entraînement, il changera, on en discutera, mais il ne changera pas beaucoup. Donc voilà, ça ne va pas changer grand-chose et ça va tout changer à la fois. Ouais, c'est le titre qui change, quoi. Ouais. Donc c'est clair. Ok. Et aussi, ce qu'on voulait aussi rajouter, parce que vous avez dit que vous seriez plus en spectateur, mais... C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, moi quand j'étais dans le sport, il y avait vraiment sport d'endurance versus... Putain, le micro. sport d'endurance versus la muscu. Et en fait, on s'aperçoit avec le temps que les deux sont vraiment complémentaires et qu'il faut vraiment mettre les deux ensemble. Alors, bien sûr... Avec les années, on prend des compétences, tout ça, mais vu que William et Corentin, vous êtes quand même... c'est votre job, etc. Et puis, on essaye de mettre aussi autour de Mathilde, des gens qui peuvent l'aider et puis... En fait, ce qui est super intéressant, c'est que nous, on vient du monde de la musculation. Donc, nous, William et moi, le cardio, c'était quelque chose qui était dangereux pour nous avant. Et après, là, on arrive dans ce monde du cardio où il y a beaucoup de choses, où on a fait beaucoup d'erreurs, où là, tu nous as aidés. Et à l'inverse, ce qui est intéressant, où moi, je vais avoir des athlètes parfois qui sont plus dans une approche cardio, où il faut les amener dans le renforcement. Il y a beaucoup d'a priori et de préjugés qui sont faux. Que la muscu ça va te ralentir, que c'est que ça va être au détriment de ta performance, alors qu'au final, ça va servir ta performance. Puis on le voit avec tous les athlètes pros, ils font tous du renfort. Tous du renfort. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est du coup, Mathilde, donc je sais qu'avec papa, déjà, tu fais du renfort musculaire. Et peut-être là, en passant pro, peut-être voir pour passer un cap supérieur, peut-être là-dessus. Peut-être faire un peu plus de préhab pour éviter les blessures, parce que peut-être que ton volume va augmenter un peu plus. Donc plus de volume dit augmentation du risque de blessure. Donc peut-être combler ce risque avec une préhab. Ouais, je pense qu'on a commencé, je dirais, il y a quelques mois, de mettre une routine un peu plus structurée de 2 séances de renfo à peu près par semaine. En fait, j'ai toujours fait, je me blessais, le physio me donnait des exercices, je faisais mes exercices, j'avais plus mal, je faisais plus mes exercices. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. T'es pas la seule. Déjà, tu faisais tes exercices, que pas tout le monde le fait. C'est vrai. Et après, il y a des trucs que j'ai gardés, j'ai eu toute l'année dernière à peu près mal à l'épaule, donc c'est vrai que maintenant, avant de nager, je fais ma petite routine de mobilité, ça c'est pas mal. Mais là, de restructurer, on a fait le protocole, tu pourras en parler, Volo d'Allen, des préférences motrices, et clairement, maintenant j'ai une routine un peu plus structurée.
D'ailleurs, t'es quel profil sur Volodalen? Ça sera intéressant. Vous êtes pareil les deux. Hein. Aérien gauche. Vous êtes pareil aérien gauche. Ah, c'est marrant. Hein. Et en fait, oui, sur les préférences motrices, formation que j'ai la chance de faire avec Volodalen. Et justement, c'est super parce qu'on tient vraiment compte des préférences motrices de l'athlète pour donner les exercices de musculation qui vont les mieux. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais typiquement, là on a les 2 terriens, là on a les 2 aériens, mais en plus sur un curseur avec des compétences différentes, mais ça implique qu'au niveau du renforcement, ce ne sont pas les mêmes exercices. Mais du coup, ce qui peut dire que maintenant que tu as aussi ces compétences, ça va permettre aussi, ça tombe bien que Mathilde, toi tu tombes pro, ça peut aller au niveau supérieur avec ces tests-là et ça fait du travail encore plus spécifique. Donc ça peut en fait, tu vois, ça on en discutait aussi, tu vois, il y a dans le monde du coaching, par exemple, des fois ça peut être un peu frustrant, en tout cas de ma part, c'est que je vais avoir des compétences que je peux pas forcément utiliser avec le public lambda, parce que c'est aller trop dans la difficulté, tu vas pas leur être utile, parce que déjà leur base ça va être de comprendre comment faire un squat, déjà leur apporter une confiance en eux et une certaine constance dans ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'il est intéressant avec un profil comme Mathilde, c'est que tu peux aller chercher beaucoup plus dans le détail. Tu vois, tu peux aller et tu sais qu'en plus que ça, ils ont ce mindset et cette constance qu'ils vont suivre les exercices. Et puis ils vont kiffer ça. Ouais. Parce que tu veux, quand tu arrives à un niveau, tu veux aller au step supérieur. Ouais. Et quand on dit, j'ai peut-être un petit truc qui va t'aider, là c'est Noël, quoi. Ouais. C'est Noël. Non, je pense que tu as cette curiosité. Enfin, dès l'instant où tu t'entraînes un certain nombre d'heures par semaine, que ce soit en triathlon ou en muscu, tu connais mieux ton corps, tu sais ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien. Et du coup, tu as cette curiosité et tu es là, pourquoi ça j'aime bien, parce que si, parce que ça. Enfin, j'imagine, peut-être pas tout le monde n'est comme ça, mais j'imagine quand même que la plupart des gens qui en font beaucoup cherchent à comprendre et s'intéressent, là où toi tu vas coacher des gens qui ont 1 heure par semaine à consacrer, concrètement ils veulent perdre un peu de poids ou juste ils ont eu une maladie, ils veulent se remettre en forme, j'en sais rien, ça va pas les intéresser le pourquoi et ils veulent juste arriver à la destination. Alors que quelqu'un qui est vraiment sur ce chemin je les métaphores, qui est vraiment sur ce chemin d'aller vers de la performance, il s'intéresse à chaque petit truc qu'il peut grappiller, quoi. Non, c'est clair. Non, c'est super intéressant ça. Et du coup, toi, comment tu intègres le sport dans ta vie? Donc typiquement, tu disais que tu travaillais, donc que tu alliais ça avec ton travail. Donne un peu une journée type aussi pour que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ouais, se rendent pas compte de l'engagement que c'est, tu vois. Et aussi que voilà, c'est le sport, c'est une priorité dans ta vie et que voilà, ça représente une grosse partie de ta vie, quoi. Ouais. Alors donc je travaille à temps plein, donc ça fait 40 et quelques heures par semaine. C'est 35 heures. Voilà. Bon, j'ai de la chance parce que j'ai un travail qui est pas très demandant physiquement. Je suis dans un bureau, donc c'est pas. Je rentre pas d'une journée de travail éclatée parce que j'ai porté des charges lourdes toute la journée. Concrètement, je suis derrière un ordinateur. Tu peux avoir ce stress, par contre, ça mental, peut être stressant, ça peut, tu peux avoir 10 000 stressants, tu peux avoir des situations merdiques à gérer. Enfin, il y a ce stress-là qui existe, donc c'est pas reposant, mais c'est pas physiquement demandant. Ouais. Quoi. Donc, une journée type. En général, ça commence par aller à la piscine avant le travail, ça ouvre à 6h30, donc je vais à la piscine, je nage en moyenne, je pense 3000 mètres avant d'aller bosser. J'arrive au bureau avec les marques des lunettes et les cheveux mouillés, mais ils ont l'habitude et ils sont sympas, donc j'ai de la chance aussi au bureau pour ça. Et souvent, je m'entraîne, la deuxième séance, je la fais à midi, donc ça va être soit un vélo, soit une course à pied, soit des fois on fait des enchaînements. Donc les grosses séances les plus longues, je pense qu'on fait 1h30, 1h40 entre midi et 2. Parce que du coup, la pause, tu peux la prendre un peu comme tu veux. Alors ça c'est, j'ai trop de chance, c'est que j'ai ce boulot où j'ai une flexibilité, on badge. Donc tant que je fais mes 8 heures dans la journée, finalement, ils sont cool. Ouais, alors ça arrive que j'ai une séance qui est, un problème. Ou quelqu'un qui me fixe un meeting genre à 11h30 et du coup ça décale un peu, mais c'est hyper rare et en général j'arrive à sortir entre 11h30 et 14h. Donc je fais mon truc le midi et s'il y a 3 séances d'entraînement prévues ce jour-là, ça arrive que j'en fasse le soir après le boulot. Mais la plupart du temps, je privilégie de faire le matin et le midi et le soir, si j'ai genre un renfo ou alors du stretching ou quoi, ça passe bien, ou une petite séance. Et en général, je profite de ma soirée pour plus voir des gens, avoir une vie sociale de temps en temps. Et me coucher tôt en général parce que le lendemain, c'est une piscine, quoi. Ok, parce que du coup, tu te lèves vers quelle heure le matin?
Alors j'ai beaucoup de chance aussi pour ça, j'habite tout près de mon travail et tout près de la piscine, donc je me lève à genre 5h40, je fais ma petite mobilité, je mange un petit truc et je suis à la piscine à 6h30 quoi. Et alors j'ai aussi un autre truc, de nouveau je suis hyper consciente de la chance que j'ai parce que tout le monde peut pas avoir ça comme ça, mais en plus j'ai un copain qui fait aussi du triathlon, qui se lève aussi à 6h20 pour aller à la piscine à 6h30. Ah ouais, 10 minutes avant. Ah l'horreur. Il se lève un petit peu plus tard que moi parce qu'il peut pas, il a pas besoin de son petit rituel du matin. Et bref, mais du coup il comprend que le week-end on va se faire, je sais pas, une sortie de 5 heures de vélo ou des trucs comme ça. Donc on fait cette pratique en commun, donc ça aide aussi. Bah ouais, tu m'étonnes, ça fait un environnement. Ouais. Et le soir, tu te couches vers quelle heure ? Alors, j'essaye en général vers 21h30 d'arrêter tout ce qui est télé, scrolling et compagnie, d'être au lit vers 22h et de dormir avant 22h30. Après, la réalité, c'est que voilà, si je veux voir des gens comme je suis prise toute la journée, ben c'est le soir. Donc si je bouffe avec des amis ou si je vais chez mes parents, ou enfin, voilà, t'évites à 22h30, 23h. Et en général, le lendemain, la séance de natation se passe moins bien. Mais j'ai remarqué qu'en fait, il fallait que j'arrête de me foutre la pression. En fait, il faut que je dorme ces 7 heures. Parce que du coup, j'étais dans le lit, j'étais là, non, j'ai plus que 6h50 de sommeil, j'ai plus que 6h40 de sommeil. Et je devenais zinzin. Et au final, j'étais crevée le lendemain et stressée. Alors qu'en fait, si une fois tu dors moins, c'est clair que c'est pas un truc sustainable sur le long terme, voilà. Mais en fait, oui, ça après va. aussi, t'as passé un bon moment en famille, en amis, donc c'est bénéfique aussi. C'est trouver un équilibre toujours. Hein, donc là, je me suis un peu lâché la pression par rapport à ça dernièrement. Ouais, c'est cette règle de 80-20 qu'on parlait ce matin dans la voiture. C'est voilà, le 3/4 du temps, essayer de maintenir un peu ces normes qui te permettent d'être en forme et d'être performant. Puis de temps en temps, il y a la vie de tous les jours où voilà, faut vivre aussi. Il n'y a pas que ça. Comme tu dis, c'est pas ce qui te fait vivre. Donc trouver un équilibre. Et c'est vrai que souvent, il y a des gens, ils font des analyses sur les zones bleues. Donc c'est les zones où les gens vivent le plus longtemps. Et un des points qui ressort, c'est justement le côté social, le clan familial qui est très soudé, etc., et les gens qui soient. Et c'est important de ne pas s'isoler complètement et de voir ses proches, son environnement et d'échanger. Et c'est vrai que des fois, on se dit, tiens, on est allé se coucher plus tard, et pourtant j'ai la patate, mais parce qu'on a passé un bon moment. Mais encore une fois, c'est toujours une histoire d'équilibre. Si c'est une fois dans la semaine, des fois ça va. Si c'est tous les soirs et puis que on abuse, et puis aussi, tu vois, se créer un environnement qui est en lien avec ta façon de vivre, tu vois. T'es l'exemple de hier, tu vois, je suis allé courir avec un de mes meilleurs potes. On a passé un bon moment, on a parlé, on a couru, après on allait manger ensemble. Il est parti, c'était 21h, quoi, tu vois. Donc t'as passé un excellent moment, puis d'un autre côté, c'est un équilibre, tu t'es pas entraîné peut-être aussi parfaitement que tu devrais, mais t'as passé un excellent moment. Donc je pense quand même se créer un environnement qui correspond à ta façon de vivre, c'est aussi important. Parce que si t'es avec un groupe qui fait que sortir et toi ça te correspond pas, forcément ça va être aussi compliqué. Donc voilà, ouais. Et après, moi il y a aussi un truc que là je me suis dit assez honnêtement, je passe pro cette année, j'ai déjà 33 ans, donc je vais pas garder ce rythme-là pendant très longtemps. Je pense même que ce sera peut-être assez bref, genre une année. Je me suis dit, ok, je fais une année all-in. Là, clairement, je vais voir un peu moins de monde, je vais faire un peu moins de trucs sociaux. Les gens, ils seront toujours là. Mes amis proches, ils le comprennent parce qu'ils me connaissent. Mes parents, ils le comprennent parce qu'ils me connaissent. Et bon, voilà, je me dis, je peux faire ce, entre guillemets, sacrifice, mais c'en est pas un, parce que pour moi, le but final, c'est pouvoir faire cette saison-là. Et oui, c'est déséquilibré, mais c'est déséquilibré pendant une période que mentalement, ça aide de dire, c'est X mois. J'aime cette phrase de David Goggins qui dit les gens qui réussissent ne sont pas équilibrés. Ouais. Et il y avait aussi une autre phrase qui disait que la vie, c'est être constamment déséquilibré. Oui, du coup, c'est un peu l'inverse qu'on dit avant, mais je pense à un moment, si tu veux être dans la performance, tu peux pas équilibrer tout. T'es obligé de mettre un peu plus de ton énergie sur que tu veux réussir, parce que tu veux être plus fort que les autres, et les autres ils font ce sacrifice, donc t'es obligé d'un peu de trouver ton équilibre à toi, mais je pense de mettre une part plus importante dans cette discipline. Mais après je pense c'est aussi te dire c'est pas un sacrifice, je le fais pas à contre-cœur, je sais pourquoi je le fais, je le fais et les gens autour de moi ils comprennent pourquoi je le fais. Et
Enfin voilà, c'est momentané. Il y a une autre période où si quelqu'un a besoin de moi, enfin je sais pas, si quelqu'un a un pépin de santé dans ma famille, c'est clair que finalement le triathlon il va passer à la trappe parce que ce sera plus important pour moi, quoi. Ouais. Donc je sais pas, oui, il y a un déséquilibre, mais parce que derrière il y a un équilibre. Enfin c'est ce truc du tabouret là qui a 3 pieds et s'il y en a un qui est plus court, les autres ils doivent être plus longs et. Ouais. Elle est claire mon image ou pas? Je sais pas. On a cru imaginer. Non mais c'est comment le Tant que le tabouret tombe pas, ça me va. Ouais non mais c'est ça. C'est que du coup il est jamais à plat mais il s'équilibre parce que voilà les autres ils doivent compenser, quoi. Donc là en ce moment le sport prend plus de place clairement. Mais ça durera pas toujours. Et du coup, là, tu passes pro. Et du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en place avec papa pour du coup passer ce step supérieur comme elle passe pro Mathilde? Je t'écoute. Il a la pression. Question Pierre. On l'attend au tournant. Disons, ce qui a été intéressant, c'est que comme on disait, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on travaille ensemble. Mathilde avait tendance un peu à se blesser au départ. Donc, mon but en tant que coach était de ramener ce socle pour avoir une régularité dans l'entraînement, parce que moi je dis toujours qu'on progresse à partir du moment où on est régulier. Et surtout, ce qui est toujours important entre athlète et coach, c'est le fait de bien se connaître. Donc il y a des petits signes, quand d'un seul coup elle parle un peu moins, voilà, il y a des petites choses. Un vrai couple. Vraiment. Il y a des petites choses qu'on comprend où là je sais que je peux dire quelque chose, là je sais que ça vaut mieux que je la coince. Mais ça joue beaucoup, quoi. Mais fondamentalement l'entraînement il n'a pas beaucoup changé, sauf que maintenant il y a des séances qui étaient d'intensité, qui sont encore plus intenses qu'avant, parce que par exemple il y avait 6 intervalles, maintenant elle est capable d'en passer 8, et je sais qu'elle a la résilience pour le faire. Et une chose que j'ai vraiment fait avec le temps et que je pense lui a apporté pas mal, et pareil pour Massimo, c'est que souvent les athlètes ils focalisent sur les séances de qualité, enfin ce qu'on appelle qualité, haute intensité, etc. Et en fait moi ce que j'appelle les séances de digestion, des séances où avec Massimo ils adorent faire du gravel. Ils vont faire 1h30 de gravel le soir, tranquille, ils profitent, sont dans la nature, etc. Mais qui permet de super bien digérer la séance de course à pied qui était un peu plus solide devant et de repartir le lendemain sur autre chose, quoi. Donc c'est un peu l'avantage avec Mathilde maintenant qui est dans ce statut pro, c'est qu'on a mis un peu ces séances un peu comme ça, ou des séances de natation qui permettent de récupérer un peu. Oui, ça travaille sa zone 2 aussi, du coup ça crée son moteur. Tous les mitochondries, etc. Ouais. C'est vraiment on en a plein maintenant. et tout ça fait que voilà, le moteur il devient plus robuste, plus solide, et voilà. Mais la base par elle-même reste spécifique, mis à part ce qu'on disait tout à l'heure avec la musculation. La musculation, et là vous allez aussi amener Volo d'Haleine du coup aussi. Oui, mais ce qui fait partie un peu de ce côté-là sur la musculation, ouais. Ouais. Mais d'un certain côté, en fait, ce que vous avez fait, c'est un entraînement progressif, tout simplement. Je dis une bêtise, elle courait ses intervalles à 5 minutes au kilo, après ça a été 4,45, 4,30, 4,25, et là t'es vers les 4. Je crois, si j'ai vu sur Strava, j'ai espéré. Son intensité en fait en fait, c'est très marrant parce qu'avec Mathilde, il n'y a pas de problème de faire des tests un peu plus durs avec Massimo. Ouais, il n'aime pas ça. Mais on regarde régulièrement pour voir en fait quelle est un peu l'évolution. On monte un petit peu, on rééquilibre. Parce que en fait, les tests, c'est toujours très intéressant avec les tests. C'est que les tests sur des petites séries courtes, on peut faire, c'est très facile à faire. Par contre, ce qu'on appelle la durabilité sur quelque chose de plus long, c'est pas des tests labo, c'est plutôt des tests. Je vais donner une séance de 3 fois 40 minutes en vélo à une certaine puissance. On dit ça passe, la fréquence cardiaque dérive pas, comment tu te sens, comment ça passe, et puis on ajuste un peu. Donc là, c'est vraiment du coach artisanat pour arriver à trouver là où elle se sent. La formule qui convient, ouais. Qui contient. Donc, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, toi, comme tu l'as perçu, toi, justement, les changements d'entraînement. Bon, alors, les séances d'endurance, je pense qu'elles sont aussi plaisir, et elles rendent le truc aussi de nouveau supportable, de se dire, toutes mes séances, je dois pas y aller en mode il faut qu'elle passe, il faut que ça se passe bien, il faut que je gère la nutrition, et si ça se passe pas bien, après moi je vais retourner au bureau, donc si à midi j'ai foiré toutes mes intervalles, je suis juste d'une humeur exécrable et je suis au bureau de mauvaise humeur, donc ça va pas. Donc ouais, c'est cool d'avoir des sorties un peu pour se changer les idées. Ça permet aussi, tu disais d'aller courir avec un copain hier soir, ces séances endurance on peut les faire avec des potes parce que
c'est plus facile d'aller faire une séance endurance que d'être là, excuse-moi, j'ai 20 minutes à 250 watts sur les barres, donc ciao. Et tu fais ça dans ton coin, quoi. Donc ouais, ça a bien aidé. Le renfo, je pense clairement que c'est bénéfique et qu'il faut que je continue, et voilà. Après, bon, moi, j'avais toujours eu un peu un volume, un peu random, depuis que j'ai... avec Mas, on avait... Le jour où on s'est rencontrés, je crois, le premier week-end, avec Massimo, on était allé à Zurich à vélo, quoi. Donc, on avait fait 300 bornes, comme ça, pour le plaisir, donc... Ouais, du volume, c'est vrai qu'au départ, je cuinais un peu en disant, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi vous faites autant? Mais pourquoi ci, pourquoi là? Donc en fait, c'est marrant parce qu'on est parti un peu, moi je voulais qu'ils fassent moins, puis eux, je disais, bah non, mais c'est bien ce qu'on fait, quoi. Et puis en fait, on a réussi à trouver un point commun où maintenant on se comprend très bien sur le sujet. Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'en tant que coach, c'est souvent un peu l'inverse. Tu dois pousser les gens à faire. C'est mieux, je pense, d'être dans une position où il faut... plutôt justement recadrer, tu vois. Mais c'est peut-être pas plus facile. C'est pas plus facile. Hein. Non, c'est pas forcément plus facile, mais je veux dire, c'est un travail différent. C'est un travail différent, mais je veux dire, de pousser une personne, si elle veut pas faire quelque chose, ça va être compliqué, tu vois. Si elle veut pas faire du sport. Ouais. Que là, c'est juste, ils veulent faire beaucoup de sport, il faut juste réussir à faire comprendre que c'est plus intéressant de faire un peu moins, tu vois. Ouais, mais après, l'enjeu, il est différent, parce que quelqu'un qui veut pas... que tu dois pousser, au pire, il progressera pas. Donc c'est frustrant, mais voilà. Après, quelqu'un qui tu dois freiner, il risque de se blesser, il risque de foutre en l'air sa saison pour un truc tout bête. Après, mais quelqu'un qui veut pas faire, il peut avoir aussi une crise cardiaque parce qu'il fait pas de sport. Tu vois, il est aussi, tu vois. Mais le côté qui est difficile des fois sur quelqu'un qui fait plus, c'est-à-dire que moi je dis toujours en tant que coach, je vous accompagne, mais par contre je suis pas dans le corps. Donc s'il y a un moment, l'athlète il ressent qu'il y a des tensions, que ça devient un peu plus difficile, il faut qu'il ait cette sagesse de dire ok, là je relâche un peu, quoi. Même si le coach m'a donné telle leçon, il faut que je relâche un peu. Et ça, c'est cette petite subtilité qui est des fois difficile à expliquer, mais que maintenant tu arrives bien à intégrer. C'est ce qu'on disait avant, je sais plus, quand on disait oui, tu as la curiosité de comprendre pourquoi tu fais un exercice ou quoi. C'est ça, c'est maintenant, dès que je sens que j'ai un peu mal à l'épaule, je suis pas en mode je continue. Si, je continue un peu, mais je suis là, ok, il faut que je mette quelque chose en place pour corriger le truc, quoi. Mais ça, c'est de la sagesse / de l'expérience, parce que j'ai eu des fractures de fatigue, j'ai eu des tendinites, je pense que les blessures, je les ai à peu près toutes eues là maintenant à force, les genoux, les pieds, les épaules, machin. Donc une fois que t'es passé par là, t'apprends. On apprend de ses erreurs. Voilà, c'est ça, tu fais plus les mêmes erreurs. Ça veut dire que c'est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui refont les mêmes erreurs. Et du coup, ça va être quoi ta première échéance ? Alors ma première échéance c'est dans une semaine. C'est j'ai la première course à Venise Jesolo le week-end prochain. Donc ma première course pro. En plus c'est Ironman Pro Series, donc il y a un photographe qui est là pour faire la photo officielle. Il y a ton nom sur là où tu mets ton vélo. Enfin, en fait c'est débile, mais tu sais je me réjouis tellement de ces petites choses. Mais c'est trop classe. Comme les pros. C'est trop classe. Et en fait du coup je crois je me réjouis presque plus de tout ça, et ça fait un peu baisser la pression de oh my god, j'ai une course et il faut que ça se passe bien, quoi. Tu le prends plus comme un événement, un peu une fête, quoi. Ouais. Alors la course elle sera ce qu'elle sera et ce sera dur et voilà. Mais bon, maintenant je me réjouis parce que là c'est bon, je me sens prête et je veux y aller. T'as envie de montrer ce que tu veux là. Ouais, là je veux y aller. Mais je crois que le fait qu'il y ait tous ces trucs autour, ça fait un peu baisser le stress de oh my god, je serai avec les meilleurs du monde et comment ça va être. Et je crois qu'il y a Sam Laidlow qui est sur la start list et je suis là genre waouh, il me semble, ouais. Donc non, ça vient vite. Et 2 semaines après j'ai Aix et 2 semaines après j'ai Tours. Donc là, le mois de mai, il tout va en être, 70.3 ou 70.3. 70.3. On est bilingue ici. On se comprend. Tout 70.3 parce que je crois que c'est la distance. C'est la distance que je préfère faire et c'est une distance où t'es pas au stade. Alors. Ne panique pas, t'es pas au stade de la survie comme sur un Ironman. Mais aucune peur. Ça va alors. Mais tu peux quand même un peu jouer la bagarre, voilà. Enfin, c'est une bonne distance. Donc pour quand même les gens qui connaissent pas, 70.3 c'est un demi Ironman. Donc redis-nous un peu les distances. Ouais, c'est 1,9 km de natation,
90 ou 90 de vélo. Aussi. Incroyable. Et un semi-marathon, donc 21.1 de course à pied. Et quelles sont ton activité où tu es la plus forte et celle où tu es un peu moins à l'aise? Ouais, alors la natation, c'est clairement celle où je suis la plus faible parce que je viens pas de la natation. J'ai appris à nager à 23 ans quand j'étais à l'Uni, donc ça va, j'ai bien progressé, mais je suis très loin du niveau clairement des pros. Des vrais pros, des autres pros, de mes collègues. Et le plus fort, je dirais le vélo, parce que pareil, en course à pied, je suis quand même vraiment de ça. Mais ouais, le vélo, je m'en sors pas trop mal. Ça va. Ouais, ça, c'est l'humilité de Mathilde, mais quand on fait les tests profil métabolique de Mathilde, en vélo, en fait, elle a un rapport watts par kilo. De combien? Je peux plus dire exactement, mais qui est pas loin de ça va être 4-6. Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, c'est énorme. Ah ouais. Et du coup, ça fait que si on met dans le classement pro, elle est pas en bas du curseur, quoi. Donc, non, en vélo, elle assure vraiment. Elle a sa place dans le pack. Ah ouais. Elles seront déjà loin. Parce que... Mais il y a ces trucs sur Insta. Faut être exprès d'être nul en natation, comme ça tu peux tous les redoubler en vélo. Ouais. Donc c'est une stratégie. C'est une stratégie quand même. Tu les casses moralement, tu vois, tu les redoubles à fond en vélo après. Mais le problème c'est qu'elles sont pas nulles à vélo non plus, tu vois. Mais ouais, non. C'est clair que là, la démarche, elle est vraiment différente de ces dernières années où je faisais des courses plus locales ou quelques Alpha Iron, brandé Ironman, mais là, j'y vais plus pour jouer un podium, quoi. Là, ça fait quand même 2-3 ans que j'ai gagné à Annecy, j'ai fait podium à Rumi, à Thonon, enfin, tu vois, j'en ai fait plusieurs. Et c'était cool et je suis hyper contente d'avoir fait ça. Mais là, il y a un peu un challenge qui est différent, qui est plus chercher la gagne comme ça, mais juste fréquenter les meilleurs. Mais quoi. du coup, tu vas au lieu de parce que sur les autres courses avant, tu visais peut-être la gagne ou le podium. Là, tu vas peut-être plutôt viser un chrono du coup, parce que c'est quelque chose de quantifiable, tu vois. Ouais. Dire tiens, avant je dis une bêtise, je vaux 4h45, là je vise le 4h40. Comme ça, tu progresses et chaque minute que tu prends, tu te rapproches du classement, quoi. Je suis assez compétitive de nature. Du coup, oui, non. Ça se voit pas. Du coup, surprise. Clairement, oui, je vais chercher des PR. Je suis déjà, tu sais, je me surprends déjà à être là, genre, ok, mon dossard c'est 25, ça veut dire qu'ils m'ont placé à peu près comme ça selon le classement, donc il faudrait que je fasse mieux que 25e, comme ça je pourrais battre mon dossard. Donc je rentre déjà dans cette logique-là. Donc je suis là, non, je me mets pas de pression, mais en fait. Voilà. Ah oui, c'est normal. Ouais, non, ça va être cool. Ok, ouais. Donc dans une semaine, donc ça approche, tu décolles quand? Je pars, c'est le 1er mai, jeudi, donc je prends la route jeudi. Ok, donc voilà. On te souhaite good luck. Ouais. Et du coup, par exemple, là, c'est à une semaine, qu'est-ce que tu mets en place en peak week, justement, pour qu'elle arrive prête, quoi? En fait, ça aussi, c'est quelque chose, chaque athlète est un peu différent. Donc, il y en a, ils ont besoin d'une période d'affûtage très longue, d'autres un peu plus courte. Et en fait, avec Mathilde, on s'était aperçu, ça a très bien marché en plus à Topo l'année passée, où tu avais fait top 10 au championnat du monde, donc c'était top dans ce groupe d'âge. Ouais, quand même, faut le dire. Ça le fait. Hein et mais bon, t'as 33 ans, donc t'es dans les plus forts, quoi, je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est le prime. C'est le prime, je veux dire. Si ok, t'aurais 70 ans. 70, ok. Ok, tu fais un groupe d'âge, oui, c'est déjà super, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce que t'as quand t'es ancien? Il a gagné Thonon. Tellement surpris qu'il n'y a pas été. Il est même pas allé au podium. Et qu'est-ce qu'on disait? C'est la vieillesse, ça, tu dis. Ce qu'on a mis en place avant Topo. Oui. Et en fait, c'est plus de la fraîcheur. En fait, il faut bien se reposer. Alors, en fait, le but, c'est en fait, je garde le nombre de séances. Par contre, je baisse la durée et on garde de l'intensité, mais un petit peu moins. Parce qu'autrement, si tu baisses complètement l'intensité, le jour de la course, tout mou, quoi. Ça va pas du tout. Donc voilà. Donc c'est un protocole qui avait marché bien à Aix, qui a bien marché à Taupo aussi. Ouais.
et qu'on est assez confiant de réutiliser, quoi. Mais ça peut évoluer, c'est comme tout. Ouais. Et du coup, tu utilises quoi comme un peu protocole de récupération après une course comme ça, est-ce que j'ai compris, tu vas faire toutes les 2 semaines une course à peu près, donc Ouais, alors un truc qui a pas mal changé, je pense, ces dernières années, c'est que je récupère vachement plus vite, aussi parce que j'ai quand même un volume assez important et du coup, je pense que mon corps, il est un peu habitué. Donc, alors, arrête-moi si je me trompe, clairement, le lendemain de la course, en général, je fais entre rien et une petite sortie gravel pour le plaisir, / aller nager pour le plaisir, / les deux, mais vraiment tranquille. Et je sais plus, je crois qu'on recommençait à partir du mercredi... tranquillement. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir tenir sur la durée. En fait, c'est toi qui dois répondre. Moi, j'avoue que... Je sais pas, en fait. Ça dépendra de ce qu'il me met. Non, mais en fait, on va dire jusqu'au mercredi, ça reste plus léger. Et puis la course à pied, il n'y a pas vraiment de course à pied parce que c'est quand même beaucoup plus traumatisant. Et après, on recommence. Alors après, bien sûr, le protocole va dépendre le temps qu'elle a fait sur la course, comment elle se sent, parce que s'il y a des tensions, forcément, on ne va pas remettre dessus. Donc ça va un peu évoluer. Alors là, ce qui va être nouveau pour nous cette année, c'est que d'habitude, entre un demi-Ironman et un autre, on avait beaucoup de temps. Là, ça va enchaîner toutes les 2 semaines. Donc, on va un peu voir comment on va faire pour voir ce qui se passe, quoi. On va découvrir. Ça va aller. Donc, ça va être de l'adaptation, quoi. On va s'adapter. Flexibilité. C'est un peu là, je me dis des fois, là, je suivais les Golden Trail Series et là, du coup, la saison a repris 2 semaines là, avec le Japon. Et ils font, c'est tout là, tous les week-ends, pendant quelques mois. Tu te dis, mais putain, tous les week-ends, ils ont 40 bornes, 3000 mètres de dénivelé, ils sont à fond, quoi. Tu te rends compte, quand même, la récupération. Ouais, et en plus, ils ont le voyage. C'est-à-dire qu'ils vont Chine, Japon, États-Unis, clac, clac. T'imagines l'impact sur le corps. Bon, ça, c'est ça. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Kylian Jornet, il s'envoie tous les jours 42 bornes avec je sais pas combien de dénivelés. Donc finalement, pour eux, c'est genre routinier. Et finalement, c'est ça. Moi, un week-end où je fais une course... alors, bien sûr, l'intensité est très différente. Mais 5 heures d'entraînement... Ça m'arrive quasiment tous les samedis, si tu veux. Ouais. Donc finalement, c'est une séance d'intensité, elle est différente, mais ouais. Et le voyage, je pense qu'effectivement, on le sous-estime et il peut être fatigant. Là, en l'occurrence, moi, c'est toutes les courses entre l'Italie et la France faisables en voiture parce que j'aime bien pouvoir ne pas prendre l'avion que mon vélo. Et du coup, c'est quand même moins fatigant. J'ai la chance d'avoir un copain qui m'accompagne, qui c'est vrai, hein. Bon, malgré qu'on a vu sur la saison passée de triathlon avec principalement la série Ironman Pro Series et puis le T100, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont voulu courir pratiquement toutes les 1 ou 2 semaines. Et puis en fait, ils ont tous changé sur l'année 2025 en choisissant plutôt une série ou une autre, de façon, en fait, ils sont tous arrivés au même truc en disant on a fini complètement cramé, et puis ils avançaient plus sur la fin. Donc du coup, quand même le corps, d'un point de vue physiologique, il a besoin de récupérer, et il faut quand même faire un peu attention de laisser... À part si tu t'appelles Pogačar, quoi. T'as pété, tu fais 3e. C'est rare, c'est plus ouf. Ouais. Et du coup, c'est quoi toi ton approche vis-à-vis de la nutrition ? C'est parce qu'on a tous des approches qui sont différentes. Il y en a, ils sont être très très structurés à tout peser. D'autres vont être un petit peu plus à relâcher. Quelle est ta vision toi sur ça ? Ah, ça va être une réponse compliquée. Alors. T'avais pas pris de note là-dessus. Non, mais c'était question surprise. Ouais, question piège. Non, moi, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, donc tout peser mes aliments et compter mes calories, je suis passée par là quand j'étais plus jeune, quand je faisais pas de sport, ou seulement pour compter mes calories. Donc ça, c'est un truc que maintenant c'est banni chez moi, c'est interdit et c'est pas bien. Enfin, c'est vraiment un mauvais signe, quoi. Donc ça, pour moi, c'est exclu. Je suis assez une mauvaise élève de la nutrition parce que maintenant que tout ça va mieux, je mange vraiment plutôt beaucoup et forcément... Enfin, pas forcément, mais plutôt pas très bien. Donc, je mange un peu des cochonneries, genre des chips et des trucs comme ça. Après, un autre truc important, c'est que je suis végane. Donc, j'ai aussi une approche où je sais quand même ce que je mange. Je dois beaucoup cuisiner parce que je peux pas aller au McDo me prendre un truc comme ça parce qu'il n'y a pas d'option végane dans la plupart des restos. Donc, je cuisine beaucoup. Je pense que je mange plutôt équilibré. Et j'ai plutôt tendance à, surtout en grosse saison, avec le volume qu'on fait, à perdre du poids.
Du coup, il faut plutôt que je veille à manger assez. Donc c'est vrai que je me pose pas trop la question si je suis là, j'ai trop envie de manger des chips, je suis pas là, oh mon dieu, non, il faut pas que je mange des chips, je suis plutôt là, genre, ah oui, envoie les chips, quoi. Et du coup, là, comme tu passes pro, après, c'est pas pour te mettre la pression, c'est juste pour dire, pour peut-être passer le cap supérieur, même si c'est pas une question de poids, hein, c'est juste que certains aliments transformés, on sait que c'est inflammatoire. Donc inflammatoire dit risque de blessure plus grand. Donc manque de récupération manque aussi. de récupération, comme tu vas enchaîner. Donc ça peut être Mais la pression. ça peut être. Non mais je dis, jamais une piste, ça peut être quelque chose que tu peux travailler. Je pense que oui, mais je pense que dans ma vie, c'est pas un truc que j'arrive à mettre en place. Bah, de nouveau, je m'entraîne le midi. Du coup, je reviens de mon entraînement, il faut que je bosse. Mais j'ai pas mangé là dans l'intervalle. Donc il faut que je mange un truc. Donc en général, je mange un truc devant mon ordi. Alors la plupart du temps, j'ai cuisiné la veille et j'ai mon Tupperware et voilà. Et clairement, j'essaie de faire un truc équilibré. Je mange beaucoup de carbs, enfin de glucides. Il y a toujours une protéine dans mon repas. Alors protéine végétale, c'est souvent du tofu, du soja, mais des fois ça peut être du gluten, des trucs comme ça. Enfin, il y a toujours des légumes, donc c'est équilibré. Maintenant, je ne deviens pas tatillonne et hyper précise là-dessus. Et oui, peut-être que j'aurais à gagner là-dessus. Mais c'est pas le cheval de bataille que j'ai choisi. Mais je dis, sans dire, là, si tu manges déjà bien équilibré, c'est très bien. Après, dire, peut-être, moi je parle plus des entre guillemets, des produits transformés, c'est plus pour le risque de blessure, quoi. Et il y a aussi ce truc, mais alors ça, c'est un vaste débat et un vaste sujet, mais on mange aussi, enfin, je vais faire 5 heures de vélo, je vais bouffer je sais pas combien de gel, quoi. Enfin, c'est quand même vraiment de la cochonnerie, quoi. Donc je pense qu'il y a une approche faire du sport santé et faire du sport performance et ils sont pas forcément, enfin ils se rencontrent pas forcément, en tout cas sur la nutrition. Enfin moi je refuse toujours de donner des conseils de nutrition quand il y a des amis qui me disent mais toi tu fais beaucoup de sport, comment tu manges? Je suis là, écoute, va voir un nutritionniste parce que moi je n'ai pas de conseils à donner là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est un très bon sujet parce que moi j'ai eu plutôt l'angle coaching sportif avec plutôt le côté performance. Et quand j'ai été voir sur des choses un peu comme naturopathie ou des choses comme ça, d'un seul coup, tu arrives à cette fameuse question en disant mais est-ce que performance et bien-être, est-ce qu'on peut vraiment les mettre ensemble? Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va toucher la performance, on va aller un peu plus loin, forcément on déséquilibre un peu ce côté. Après, je pense justement que il faut pas tomber dans les extrémités, c'est-à-dire que je pense que le sport performance et sport santé sont deux entités, mais il faut pas être en mode vu que c'est pas j'en ai rien à foutre. Tu vois. Non, mais donc c'est-à-dire que par exemple, je donne un exemple tu parlais des carbs, on sait que on utilise beaucoup de glycogène, qu'on a besoin, on a une dépense calorique qui est monstrueuse. Donc j'ai besoin par exemple de sucre rapide, j'ai le choix entre du miel liquide de merde processed ou je prends du bon miel d'apiculteur. En fait, c'est juste des petits choix, des petites subtilités qui vont faire que tu vas être en meilleure santé au final, tu vois, parce que si on fait du sport, meilleure performance, tu vois. Entre prendre du thé, des sachets de thé ou que tu mettes dans les trucs en fer là. Mais tu sais, c'est plein de détails comme ça et c'est juste de les mettre petit à petit, de pas se mettre la pression, de pas se créer des contraintes et que ça soit pas un sacrifice. Comme tu parlais avant du sport, il faut que ça soit pas un sacrifice, tu comprennes pourquoi tu le fais et entre cuire tu mets un petit peu d'huile d'olive, dans la culture française on met beaucoup d'huile d'olive, tu mets juste un peu moins d'huile d'olive et tu la fais pas chauffer pour que on sait qu'après c'est mauvais. C'est plein de petites techniques qui font que tu peux te faire plaisir, tu peux bien manger, tu peux rajouter ton miel, tu peux rajouter tes fruits et tout, mais tu réduis quand même vachement les problèmes, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Parce que là, en parlant juste avant, vous parlez de Sam Ledo, il n'a pas eu des gros problèmes gastriques? Là, ils n'ont pas vraiment la raison de quel est son problème, mais voilà. Mais Sam Ledo, c'est donc là, ils savent pas encore, je crois, réellement quelles sont les raisons. Mais l'autre exemple qu'on peut parler, c'est Lionel Sanders, en fait. Il mange n'importe comment, lui, non? En fait, il mangeait. Maintenant, il essaie de faire attention. Mais le problème, c'est qu'il serait presque en prédiabète, quoi. Ah ouais? Et oui. Et c'est un des meilleurs triathlètes mondiaux. Il a un volume... Enfin, déjà, tu le vois physiquement et tu vois comment il s'entraîne. Il a panassé du sport, un peu, le mec. Et en fait... Donc, voilà. Donc, parce que comme tu parlais, là, des gels, moi, je suis d'accord. C'est pas le top. Donc là tu dis c'est pour la performance, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Oui, tu peux préparer tes gels, mais bon voilà, on va pas aller non plus, c'est bon un moment, tu vois. Mais dire j'ai ces trucs transformés pendant l'effort parce que concrètement j'ai pas le choix et je veux performer. Par contre tout le reste autour, en dehors de l'entraînement,
au lieu de dire, je dis une bêtise, au lieu de manger, je sais pas, cette glace transformée, je peux manger un fruit en dessert et j'aurai du sucre et j'aurai... Voilà, et là, j'évite à mon corps trop de trucs transformés qui peut créer une énorme inflammation. Et puis même, tu vas utiliser tes gels sur tes sorties très longues, mais sur les autres sorties, je sais pas, tu te prends une compote, enfin je dis une bêtise, tu vois, mais tu peux réduire, tu vois, ton... Du reste, faut pas le répéter, mais William, il vole les pommes potes de Mia. C'est vrai. Mia, si tu nous écoutes. Dans 10 ans. Elles étaient là, les pommes potes. Tu me disais qu'il en restait plus. Non mais c'est intéressant. Il prend toutes les pommes cerises en plus. C'est les meilleures. Ouais, non, je pense qu'il y a à gagner là-dessus, clairement. Après, moi j'ai quand même une approche où je pense que j'ai tendance à mettre très vite beaucoup la pression. Et je pense qu'on est plusieurs à être comme ça, à très type A, à être hyper structuré, hyper rigide avec nous-mêmes. Et c'est comme le coup de il faut que je dorme 7 heures par nuit. En fait, peut-être juste rendre le truc le plus viable et fluide possible. Et peut-être que, de nouveau, actuellement, mon régime alimentaire, je pense qu'il est pas parfait. Mais là, quand j'aurai plus de temps, enfin j'en sais rien, c'est pas non plus de remettre à plus tard, c'est juste que là, objectivement, là tout de suite, c'est une réalité que si j'ai pas eu le temps de cuisiner mon Tupperware la veille, je vais avoir une barquette toute faite qui sera clairement pas très saine, mais j'ai besoin de manger. En termes de macro, j'aurai ce qu'il me faut. Et non, c'est clairement pas parfait, mais c'est réaliste. Donc il y a un peu les deux. Enfin, j'entends complètement le truc de oui, ça va réduire l'inflammation, mais il faut que ça reste faisable, quoi. Okay. Ouais. Voilà. Ça marche. Écoutez, moi je crois que j'ai fait un peu le tour des questions. Peut-être juste une petite question, parce que des fois en tant que pro, c'est pas toujours facile. Du coup, qui sont en fait tes partenaires qui te soutiennent un peu juste Alors, donc j'y croyais pas trop que je passerais pro, j'étais pleine de questions, donc j'ai pas fait une grosse démarche d'aller chercher des sponsors et j'ai commencé un peu tard. Et j'ai pas une grosse visibilité sur les réseaux sociaux, donc c'est clair que maintenant ça passe beaucoup par ça. J'ai la chance d'être proche du physio Pascal Plon à Genève qui me suit pour les massages, les soins et le bike fitting, donc ça c'est hyper chouette qu'ils me soutiennent et ils m'offrent plein de choses au cabinet, donc ça c'est cool. Il est au top. Et il est vraiment génial, ouais, voilà. J'ai une marque de faux fromage vegan, une marque suisse qui s'appelle New Roots, ils sont super sympas et ils soutiennent les athlètes vegan et suisse, donc c'est vraiment, pour moi c'est un perfect match. La fille en plus est adorable. Donc Alice, du coup t'as plein de fromages. Donc je reçois un paquet de faux fromages tous les mois. Donc voilà, des fausses fondues à n'en plus finir, c'est génial. Et j'ai un copain qui est par ailleurs aussi coaché par Christophe, Thomas, qui a une boîte qui s'appelle Thomas Events et qui fait de l'événementiel et qui me soutient aussi cette année. Donc voilà, c'est cool, beaucoup de chance et attitude. Voilà, on se soutient mutuellement. Voilà. Et voilà, non, je gagne pas d'argent sur... Pas encore. Pas encore. Mais c'est pas un but pour moi, donc c'est ok. Pour l'instant. Bon nickel. Parfait. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Ça nous a fait plaisir. Merci à vous. Que cette année soit remplie de plein de réussites. Merci. Et on te dit un gros merde pour la semaine prochaine. Allez. Un gros merde. Je prends.